Je vous fais une autre vidéo au sujet, cette fois, d'une autre personne qui s'exprime sur l'école à la maison, que vous connaissez peut-être, qui est relativement connue, qui s'appelle Farida Belgoul, qui est quelqu'un qui prétend qu'elle ne nous connaît pas, qui pourtant est inscrite sur notre site et qui vient y prendre un certain nombre d'éléments qu'elle ne comprend pas très bien. Elle fait donc une vidéo où, une fois de plus, elle nous attaque. Je ne sais pas très bien pourquoi. À une époque, elle nous appréciait beaucoup. D'ailleurs, elle nous a donné une interview dont j'ai fait 6 vidéos. Et elle m'a également invité dans une petite université d'été qu'elle a faite dans le Massif central, dans ce qu'elle appelait les assises de la FAPEC, qui était son association. Elle m'a proposé de faire partie de cette association et de diriger le pôle éducation. Et nonobstant ce point, elle nie me connaître et elle dit pique-pendre sur nous. Elle prétend que nous ne sommes pas des gens fréquentables. Alors on va écouter ce qu'elle dit, mais on va surtout, et je crois que c'est le plus important, corriger les erreurs qu'elle peut commettre. Allons-y. Vous écouterez le replay de ce live. Je vous souhaite la bienvenue sur cette émission qui se consacre donc ce soir au contenu que je vous l'avais promis pour avoir lui de tout ce qui vient traumatiser nos enfants à l'école et qui motive chez vous votre volonté de les instruire à la maison. Alors je le disais tout à l'heure, je vous le répète, je pense que vous devez, pour être en contact les uns avec les autres et pour vous découvrir les uns avec les autres, vous en allez en avoir énormément besoin, des groupes Facebook pour être tous en contact les uns avec les autres. Allez sur les forums, il y a déjà des groupes, créez-en chacun d'entre vous le plus possible et faites en sorte de rentrer en contact les uns avec les autres. Dans l'école que nous allons mettre en ligne incessamment sous peu parce que nous sommes retardés en raison de ces lives, en raison du contexte où les parents nous appellent beaucoup, en vertu du fait que nous avons des vidéos systématiquement à faire pour répondre à un certain nombre de polémiques, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser dire, eh bien nous avons pris du retard, mais nous espérons mettre le cours de grammaire, en tout cas la première série du premier mois en ligne prochainement. Et nous mettrons aussi en ligne la méthode syllabique pour les parents, de façon à ce qu'ils puissent la maîtriser pour enseigner à leurs enfants le lire et l'écrire, qui est très important dans le CP, ce qu'on ne retrouve pas justement à l'éducation nationale. Une raison de plus pour prendre les CP à la maison. Et puis vous allez aussi disposer d'un live réservé aux membres où nous vous mettrons en contact les uns avec les autres, où vous pourrez nous poser des questions, qu'elles soient administratives ou pédagogiques au cours de ce live. On sera uniquement entre gens qui instruisons nos enfants à la maison et on pourra ainsi travailler régulièrement une fois par semaine dans l'espace privé de notre école en ligne. Donc il y a un... Je ne pense pas que Farida, tu fasses encore l'école à la maison. Je pense que tes enfants sont trop grands, contrairement à nous qui avons commencé il y a fort longtemps et qui continuons à la faire. Principe que je tiens à vous communiquer, à vous transmettre aujourd'hui concernant l'école à la maison, il est important, ça recoupe. Bon, bah écoute. Alors, comme ça me perturbe que les gens me disent que ça coupe. Hein. Donc, comme il est question de ce principe pour connaître la direction pédagogique que vous devez emprunter pour cette instruction en famille, je vous dis que l'objectif, à mon avis, d'une instruction en famille, c'est de maîtriser la lecture, l'écriture, le calcul. C'est extrêmement important parce que ainsi, vous allez pouvoir mettre vos enfants dans une maîtrise des fondamentaux qui leur permettra ultérieurement de faire toutes les études possibles et inimaginables et Possible et imaginable, pas possible et inimaginable. ils y seront excellents. Parce que ce soit les études scientifiques ou professionnelles ou littéraires ou autres, Il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres. Et moi, j'encourage beaucoup les parents à faire tout à fait autre chose que ces études très classiques pour lesquelles il y a des grandes écoles ou des facs. Car la moitié des métiers actuels n'existaient pas il y a 10 ans. Et par conséquent, il n'y a donc pas de grandes écoles ni de facs pour ces nouveaux métiers où il y a une véritable demande. Tandis que les facs et toutes ces écoles où l'on produit du diplôme classique sont engorgées et elles ne présentent pas des opportunités très intéressantes pour les parents, d'autant que très souvent les études sont chères et elles sont longues, alors que par ailleurs on trouve des filières où les études sont offertes par les entreprises ou par même les écoles qui sont des écoles aidées et où l'enfant est un personnage rare sur un marché où il y a une très forte demande. c'est la non-maîtrise du lire et de l'écrire et du compter qui fait qu'ensuite, les enfants ne peuvent pas suivre à l'université, par exemple, ou même arrivent au bac avec un niveau absolument pitoyable. Alors, les universités, il faudra éviter. Il y a lire, écrire et compter. Il faut aussi se situer un petit peu dans l'espace et dans le temps, tout de même. Donc, bac également, nous en avons parlé. C'est loin d'être indispensable et c'est même éventuellement un mauvais point sur le parcours d'un enfant. Moi qui ai été recruteur, je le dis souvent, entre camarades faisant du management et des ressources humaines, nous avions souvent cette réflexion que voir un bac sur un CV n'est non seulement pas toujours un bon point, mais c'est même parfois un mauvais point. Parce qu'on sait que l'enfant qui est allé jusqu'au bac n'a fait qu'une scolarité standard où il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, sans créativité, sans point original dans son parcours de jeune, qui aurait pu, au lieu de ça, avoir des initiatives, créer des choses, etc. On s'intéresse bien davantage à des jeunes qui ont fait autre chose que d'avoir simplement passé le bac. Qui sera de toute façon sanctionné tout de suite après le bac. Lire, écrire et compter, c'était ce... Le bac, c'est une fois de plus
c'est pas indispensable. Non seulement c'est pas indispensable, mais les très bonnes écoles aujourd'hui ne le demandent pas. Aujourd'hui, vous pouvez très bien trouver d'excellentes écoles dans le monde entier où on ne vous demande pas le bac. De toute façon, vous savez que le bac, ça n'a de valeur qu'en France, pratiquement. Et par ailleurs, les très bonnes écoles qui vous diraient « Je ne veux pas de votre enfant parce qu'il n'a pas le bac, il ne faut même pas y aller ». Parce que là, elles vous indiquent clairement qu'elles sont out, has-been. Elles ne sont même plus dans le coup. Elles ne savent pas ce que c'est que le marché actuel du travail. Donc, aucun intérêt d'aller dans ces écoles-là. Qu'on vendait dans l'Ancien Régime, ce que vendaient les précepteurs aux familles bourgeoises, c'est pour vous dire à quel point ce principe d'acquisition des fondamentaux est fondamental, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est donc question dans ce live des établissements d'enseignement à distance. Il est possible de choisir que l'instruction de votre enfant soit prise en charge par un établissement à distance. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de faire l'instruction en famille. Nous allons simplement aujourd'hui parler de la possibilité que vous avez d'avoir recours à des cours par correspondance. Évidemment, ces cours par correspondance sont payants. Je vous disais tout à l'heure avec les problèmes de son, je le répète, on a fait la coupe de la première partie, que si vous faites des économies par exemple sur les vêtements qui sont chers, surtout quand ce sont des vêtements qui portent des marques, vous allez voir que très rapidement, vous allez économiser le prix des cours par correspondance. Si vous faites aussi Je ne suis pas sûr que beaucoup de familles aujourd'hui soient en mesure de s'acheter des vêtements de marque, mais nous proposons des économies beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus substantielles. Et de toute façon, nous avons fait la démonstration sur le site de l'école à la maison que l'école coûtait plus cher, de toute façon, même sans s'acheter des vêtements chers. L'école coûte plus cher que l'école à la maison. Des économies sur tous les produits superflus qu'il vous arrive d'acheter tout au long de l'année, vous allez vous rendre compte que mis bout à bout, eh bien, toutes ces sommes vont financer l'école à la maison de votre famille. Beaucoup de familles, encore une fois, ne font pas de dépenses superflues. Il faut avoir conscience du fait qu'aujourd'hui, la misère est terrible. Il y a des gens qui meurent de faim, et il y en a des centaines qui meurent de faim dans les rues. Il y a une misère véritable. Donc il faut comprendre ce que c'est, il faut l'avoir vécu soi-même. Et je sais ce que c'est. Je ne crois pas que ce soit le cas de Farida, qui est une enseignante et qui a toujours eu de quoi vivre, de quoi manger. Elle n'a probablement pas connu la grande pauvreté. Mais il faut savoir ce que c'est, pour savoir ce que c'est que aussi les astuces et les trucs qui permettent de vivre décemment, correctement, et dans des situations qui, à l'origine, sont parfois extrêmement difficiles et dans le dénuement. Établissements d'enseignement à distance, ils fournissent, en plus du programme lui-même, un certain nombre de devoirs dans chaque matière qui sont corrigés et notés. Alors, pas forcément. On peut avoir des cours qui ne fournissent pas de devoirs. Je vous donnerai tout à l'heure une liste de cours par correspondance, mais j'ai fait le travail pour vous. Sachez que, écoutez, c'est comme pour tout produit qu'on veut acheter à un moment ou à un autre, en dépit du fait qu'il faille, pour des produits un peu sophistiqués comme celui-là, avoir des compétences. Si vous voulez acheter une voiture, en fait, vous faites toujours la même chose. Vous allez regarder les différentes propositions du marché, et puis selon les options, eh bien, vous allez choisir le modèle qui vous convient. On va dire à peu près que c'est la même chose pour l'école par correspondance, sauf que moi, je vais vous donner des critères qui vont être... Est-ce que l'enregistrement bug aussi? Parce que ah bon. Donc on reprendra ça en replay. On le remettra en replay. Je continue mon live et puis on le reprendra en replay. Donc vous allez avoir donc la possibilité de disposer grâce à nous d'un certain nombre de critères. Il y en a deux. Il y en a beaucoup plus que ça, Farida. Il y en a beaucoup plus que ça. Qui sont vraiment très rigoureux pour essayer de bien choisir votre cours par correspondance. Donc, tous ces établissements vous envoient des devoirs et les corrigent. Les corrigent et les notes, ça veut dire qu'ils mettront à votre disposition, évidemment, un livret avec des notes qui servira pour le passage dans l'année supérieure et aussi des certificats de scolarité. Donc là, Erreur cruciale. On n'a pas besoin de documents pour faire passer son enfant dans une classe supérieure. C'est de droit. On peut parfaitement obtenir que son enfant passe dans une classe supérieure ou dans 2 classes supérieures. En aucun cas, un établissement pourrait s'y opposer. En aucun cas. Sauf dans le cas des établissements privés, les cours privés qui ont des règlements disant l'enfant ne franchit d'étape que sous notre patronage. C'est nous qui décidons, autrement dit. Mais, et encore, dans ces cas-là, il faudrait voir si l'établissement ne s'oppose pas au droit institutionnel d'accès à l'instruction de l'enfant. On peut parfaitement passer son bac à 14 ans, de même qu'on peut passer son bac à 39 ans. Donc l'idée qu'on aurait besoin de bulletins pour passer d'une classe à l'autre est une idée fausse. Je fais une parenthèse, il y a sur le net quelques propositions qui ne sont pas très intéressantes et qui relèvent du coaching des parents qui font l'école à la maison. Ça ne sert à rien, le coaching Nous y voilà. ne sert à rien. Mais si le coaching ne sert à rien, Farida, pourquoi est-ce que tu es en train d'aider les gens et de leur faire ce blabla? Dis-nous pourquoi tu fais ça. Et pourquoi est-ce que tu donnes des informations qui sont fausses? Et pourquoi tu donnes beaucoup moins d'informations que nous en donnons gratuitement? Nous en donnons énormément. Je sais que ta vidéo est partiellement, comme la précédente, dédiée à nous attaquer, par jalousie probablement, et parce que tu vois bien que les gens sont de plus en plus informés sans passer par toi, donc librement, en dehors du cadre d'une enseignante de l'éducation nationale. Mais pourquoi fais-tu toi du coaching si tu dis que ça ne sert à rien? Encore quelqu'un hier ou avant-hier qui est revenu vers moi pour me dire qu'il avait donné 600 € à Rémi et Cécile pour une opération de coaching sur plusieurs mois. Ces 600 € auraient payé les cours Griffon par exemple. Alors là, Farida, tu mens. Parce que personne parmi les gens
qui ont choisi une formation maximale avec nous n'ont eu à se plaindre. Jamais. Et si c'était arrivé, ces gens auraient été remboursés. Donc tu mens outrageusement. Par ailleurs, je te signale que ce que nous faisons de cet argent, c'est aider des familles. Et c'est pour ça que nous avons ce succès. Nous sommes le plus gros site francophone sur l'école à la maison. Nous aidons des milliers de personnes. Alors si tu veux nous reprocher de faire payer aux gens, mais viens nous aider et donne-nous des heures gratuites. Aide-nous. Et je te promets, tu auras accès à tout gratuitement. Je le ferai sans aucune hésitation. Investis toi-même de ton temps et donne de ton temps, comme je le fais depuis des années et des années, des dizaines de milliers d'heures, à chacune des personnes qui viennent te voir. Réponds-lui personnellement. Et par ailleurs, ces gens dont tu dis qu'ils auraient dépensé 600 € avec nous, somme avec laquelle ils auraient pu acheter le cours Griffon, ils auraient aussi appris qu'avec nous, ils pouvaient ne pas acheter de cours du tout, et donc économiser totalement la somme, ou acheter un cours moins cher. Et que par ailleurs, en passant par nous, ces personnes auraient accédé à une réduction considérable sur le cours Griffon. Et par ailleurs, si nos adhérents gagnent 65 € par mois en économisant grâce aux trucs qu'on leur donne, est-ce que ça ne compte pas ça? X 12, fais le calcul, ça fait combien Farida? Et s'ils disposent de fiches qui leur permettent de faire le contrôle de manière sûre et sans aucune difficulté, s'ils disposent d'une lettre qui est envoyée à l'académie dès l'inscription et qui permet d'éviter que l'académie ne fasse des soucis ou ne fasse des oppositions aux familles, et si ces familles bénéficient d'un conseil juridique permanent et personnalisé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, est-ce que ça n'intéresse pas les familles, ça? Est-ce que tu crois que c'est plus intéressant de se fier à des sites qui, comme le tien ou comme ce que tu dis, va leur apporter des soucis, des troubles avec des informations qui sont fausses? Si, grâce à nous, ces personnes peuvent éviter le vaccin, parce que nous leur donnons tous les trucs pour éviter le vaccin, de même, si ces gens peuvent éviter les tests PCR et autres écouvillonnages qui sont dangereux pour la paroi naso-pharyngée, s'ils peuvent bénéficier de tous les guides pédagogiques, s'ils peuvent obtenir le livre qui leur permet de faire l'école à la maison, s'ils peuvent être inscrits à notre réseau et bénéficier d'une proximité avec d'autres familles, s'ils peuvent s'assurer qu'ils trouveront des métiers qui prendront leur enfant tout de suite, s'ils peuvent bénéficier d'un cahier de la maîtresse qui permet de faire tous les cours CE-CM sans aucune difficulté avec un excellent niveau, celui des années fin 70, début des années 80. S'ils ont des fiches qui leur permettent d'évaluer le niveau de leur enfant réellement et non pas en fonction de ce que raconte l'éducation nationale, s'ils ont, en cas de litige, un protocole complet qui leur permet de bloquer l'administration en cas de signalement, qu'en dis-tu? Tu crois que ça ne vaut pas tout ça? Seras-tu là pour les défendre quand il y aura un signalement, au cas où l'administration voudrait abuser de sa position? Et comment se fait-il que nos abonnés n'ont justement pas à souffrir de ces problèmes avec l'administration? Comment ça se fait qu'ils soient si satisfaits de ce que nous disons? Comment ça se fait que nous ayons 5 étoiles sur des centaines d'avis Google? 5 étoiles en moyenne et pas 4,2 ou 4,5. Et dans le fond, de quoi te mêles-tu? Pourquoi te charges-tu de vouloir nous attaquer? Pourquoi tu ne fais pas le travail toi-même? Pourquoi tu ne te réjouis pas du travail et du bien que tu pourrais faire aux autres? Je suis heureux que tu fasses ce que tu fais quand c'est juste et quand tu tiens des propos justes. Est-ce que tu ne crois pas que l'urgence serait plutôt d'aider cette humanité qui est en train de se faire écraser par le mondialisme, plutôt que de venir nous chercher des problèmes? Pourquoi est-ce que tu viens nous chercher, nous, au lieu de faire le nécessaire pour essayer d'éviter à ces familles cette persécution colossale, cette hydre qui est en train de se développer et qui transforme nos pays en dictature? Tu crois pas que c'est ça l'urgence? Donc il faut bien comprendre que vous devez faire des économies. Ce qui ne sert à rien ne sert à rien. Oui, Frédéric, les cours par correspondance ne sont pas obligatoires. Mais alors on va voir justement pourquoi ça peut être très utile d'être bien conseillé. Et on va écouter ce que tu nous dis. je les conseille pour donner plus de sécurité aux familles qui ne peuvent pas, la première année, avoir l'expérience dont les parents ont besoin pour affronter ensuite les contrôles. C'est pas tellement pour affronter les contrôles. C'est surtout, on prend un cours au début en particulier pour s'aguerrir, faire ses armes sans avoir à préparer les cours, sans avoir à faire soi-même son propre horaire, son emploi du temps. On a des cours tout faits et on n'a qu'à suivre un curriculum d'une certaine manière. On suit un agenda qui est proposé par un cours, mais ça n'a rien à voir avec la question des contrôles et ça, je vais te le montrer. Dans le cours par correspondance, on y viendra, vous avez quand même des sécurités qui vous sont données et que vous pourrez ensuite utiliser pour vous défendre le cas échéant si vous aviez des problèmes avec l'inspection d'académique, ce qui peut évidemment toujours arriver. Donc c'est faux et on va le voir. Revenons donc à la description de ces établissements d'enseignement à distance. Les élèves inscrits donc dans ces établissements vont bénéficier des allocations familiales et de l'allocation de rentrée scolaire. Alors ça, c'est un
C'est une double erreur très classique que beaucoup de gens prétendent sur Internet. Ça fait partie des choses pour lesquelles il y a lieu justement de se faire bien former parce que c'est faux. Tu dis allocations familiales, elles sont dues à tout le monde, avec ou sans école à la maison. Donc allocation familiale, tu enlèves déjà. On n'a pas lieu d'en parler. Ensuite, allocation de rentrée scolaire, c'est dû à tout enfant qui suit une instruction scolarisée avec un cours ou pas. Note-le bien. Il y a 3 points dans la loi qui ne sont pas reproduits sur le site du gouvernement. Celui-ci disant l'allocation de rentrée scolaire, l'ARS, est susceptible d'être donnée à des personnes qui suivent un cours par correspondance tel que le CNED. Or, il manque 2 mentions qui sont absolument cruciales à connaître. La première, c'est que on peut également toucher à l'ARS dans le cas où l'enfant aurait une situation médicale lui prescrivant d'aller dans un établissement en dur. Et le deuxième point, c'est... Tu te souviens? Non? Tu te souviens pas? C'est parce que tu n'as pas potassé la question. Article L 552-4. Pour tout enfant disposant d'une preuve qu'il instruit son enfant à la maison. Tu as bien entendu? Tout enfant, toute famille, disposant de la preuve que l'enfant est instruit à la maison, peut parfaitement exiger l'ARS sous condition de ressources. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être milliardaire pour les toucher. Si on est milliardaire, on ne les touche pas. Enfin, si on a plus d'argent prévu par le plancher de revenus. D'accord? Donc tout enfant dont la famille peut faire la preuve qu'il est instruit d'une manière ou d'une autre, éventuellement par un précepteur, à la maison, avec un cours ou sans cours, a le droit à l'allocation de rentrée scolaire. Et cela, tu l'ignores. Et l'ignorant, tu propages un certain nombre de choses de ce genre, tu fais des documents et tu induis les gens en erreur. Et ensuite, tu viens nous dire, on n'a pas besoin de coaching, on n'a pas besoin d'être aidé. Voilà, c'est-à-dire qu'à une certaine époque, d'ailleurs, les cours par correspondance étaient considérés comme une scolarisation à part entière. Ce n'est plus le cas maintenant, je vais y venir. Mais si vous avez un cours à distance, eh bien, vous avez droit à vos allocations familiales, évidemment, et à votre allocation de rentrée scolaire que vous pouvez évidemment utiliser pour payer ces cours à distance. Mais allocation familiale, c'est dû à tous les coups. Pourquoi en parler? C'est ridicule. Et par ailleurs, allocation de rentrée scolaire, on y a parfaitement le droit, je le répète, qu'on ait un cours ou pas. Il n'y a rien de changé dans la loi. Tu confonds avec le code de la sécurité sociale ou divers documents qui ne sont pas opposables aux citoyens parce que tu ne connais pas la question du droit. Tu n'as pas cette formation. Parce que normalement, c'est fait pour ça, l'allocation de rentrée scolaire. Donc, c'est un autre avantage des cours par correspondance, parce que si vous faites sans les cours par correspondance, vous n'avez plus le droit à l'allocation de rentrée scolaire. C'est absolument faux. Alors, vous pouvez choisir un établissement public, un établissement privé ou un établissement étranger. Mais Farida, tu n'es pas issue d'un milieu qui connaît ces choses-là. Tu ne connais pas. En fait, tu as toute ta vie passé, tu as fait carrière à l'Éducation nationale. Moi, j'ai la chance d'avoir eu un père député, un grand-père député. Toute ma famille connaît et a l'habitude de fréquenter l'eau. Il y a des préfets, il y a une secrétaire perpétuelle du Conseil d'État, il y a des gens qui connaissent et qui savent de quoi on parle. Et nous avons avec nous, par ailleurs, des recteurs d'académie, des inspecteurs, et nous disons les choses telles qu'elles sont et telles qu'il faut les comprendre essentiellement. C'est-à-dire l'essence de la loi, qu'est-ce que c'est? Et non pas les commentaires que peuvent faire les uns ou les autres. Comme tu ne connais pas ces éléments, tu ne peux qu'induire les gens en difficulté. L'établissement public, je ne vous le recommande pas, c'est le CNED. Le CNED, laissez passer cela. Tu as raison et tu as appris sur notre site peut-être, ou tu le savais par ailleurs. En tout cas, tu suis tout à fait notre recommandation de ne pas prendre le CNED qui ne présente aucun intérêt. Mais tu ne fais pas le distinguo entre le CNED gratuit et le CNED payant. Les deux posent problème. Le gratuit demande un ensemble de démarches absolument écœurant. Et donc on évite, on perd son temps, on perd de l'argent à courir après un cours qui de toute façon n'est pas de qualité. C'est de toute façon une réglementation extrêmement lourde, c'est-à-dire que pour pouvoir aller au CNED, vous devez avoir l'autorisation de l'inspecteur et l'inspecteur ne vous donnera cette autorisation qu'à certaines conditions. En revanche, tous les établissements privés dont j'ai fait la liste et dont je vais vous donner les noms, ou l'établissement étranger belge qui s'appelle EAD, sont libres d'accès en payant évidemment, et à partir de quoi vous avez justement eh bien, comment dirais-je, les services dont j'ai parlé à l'instant, à savoir le livret de famille, les devoirs. Livret de famille, rien à voir. Livret de famille, c'est la mairie. Rien à voir. Le bulletin, les devoirs, éventuellement. L'EAD ne te fournira pas de devoirs. Il y a des cours qui ne te fourniront pas de devoirs. L'allocation familiale. Les bulletins, pas tous. Certains ne te fourniront pas de bulletins. Les allocations familiales, aucun rapport.
et donc l'allocation aussi de rentrée scolaire. Pareil, l'allocation n'est pas fournie non plus par le cours. Je ne vois pas comment un cours pourrait fournir un livret de famille, des allocations sociales et l'ARS. C'est eux qui éventuellement fournissent un document qui permet d'y accéder ou de prouver qu'on est en mesure d'y accéder. Mais ce n'est pas ces cours-là qui les fournissent. Donc là, il y a un abus de langage. Par ailleurs, l'EAD que tu cites est belge et te dira « Nous ne fournissons en aucun cas un document vous permettant d'accéder à quoi que ce soit puisque nous sommes belges. » Et c'est tout à fait logique. Les Belges ne vont pas te dire « Grâce à nous, vous allez toucher à la sécurité sociale. » Sinon, il y aura un casus belli entre deux États. En revanche, ce qui est absolument évident, c'est que fournissant une preuve qu'on est inscrit chez eux, et puisque nous sommes dans l'espace Schengen, on peut validement dire à l'État « Voici un élément probant que je fais l'école à la maison et que j'instruis mon enfant. » Retiens que j'instruis mon enfant, c'est cela qu'il faut prouver lors du contrôle. C'est tout ce qu'on a à faire. Je fais d'ailleurs une parenthèse au sujet du contrôle, que beaucoup de gens redoutent à cause de propos de ce genre. Les gens ont peur finalement. Eh bien, le contrôle est bien moins une opération de contrôle et de surveillance de l'enfant que ce qui se passe à l'école. L'enfant est beaucoup plus contrôlé, surveillé et suivi à l'école qu'il ne l'est à la maison. À la maison, c'est une réunion par an qui se passe dans les conditions que vous imposez au rectorat. Cela, on vous le montre sur le site. Voilà, donc ça, c'est la raison pour laquelle, pour vous éviter d'être dans les pattes de l'éducation nationale, je vous propose plus de prendre des établissements privés et de choisir les établissements privés qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui ont légalement la possibilité de vous délivrer un certificat de scolarité. Non, pas conventionné, reconnu. Les cours conventionnés, ça n'existe pas. Les écoles reconnues. Qu'est-ce que c'est qu'une école reconnue, Farida? Une école, je te l'apprends. Une école reconnue, c'est une école qui dispose d'un directeur d'établissement et d'un programme. Et c'est tout. Ainsi qu'une autorisation d'ouvrir au public. Dès lors que tu as ces trois critères, tu as une école. N'importe quelle école reconnue, agréée par la préfecture et validée par l'éducation nationale de facto, peut envoyer un cours à n'importe quel élève malade ou pas, éloigné par exemple, et de ce fait, il émet un cours dit par correspondance, qui n'existe pas juridiquement en réalité. Ça n'existe pas, le cours par correspondance. Il n'y a que des cours en dur. De ce fait, contrairement aux confusions que tu vas commettre un peu plus loin dans la vidéo, en disant que seul le cours par correspondance donnerait droit à une allocation de rentrée scolaire, eh bien, tu induis, de fait, alors je ne t'en veux pas, hein, je comprends que je ne t'en fais pas le reproche, je sais que cette confusion est très fréquente, mais tu induis les gens en erreur, malgré toi, je pense, évidemment, tu ne fais pas exprès, parce que c'est pas ce que tu cherches à faire, mais tu fais une confusion, tu crois que la circulaire, le code de l'éducation, sont opposables aux citoyens, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des manipulations des gouvernements Sarkozy, Hollande et Macron qui tendent à faire croire qu'il y a une modification substantielle de la loi, alors que ce n'est pas le cas. La seule modification en réalité qui sont intervenues récemment, c'est l'abaissement, hélas, de l'âge obligatoire de l'instruction à 3 ans. C'est la seule chose. Et nous démontrons parfaitement sur le site que le reste, c'est de la foutaise, c'est de l'invention. Par exemple, il est inventé par le gouvernement qu'il dispose de nouveaux moyens pour contraindre les familles. C'est faux. C'est absolument faux. Les choses n'ont absolument pas changé. On a rajouté des phrases et on fait croire, on communique. On fait croire qu'on a désormais le pouvoir, par exemple, de renvoyer l'enfant à l'école. C'est faux. Ça n'a pas changé par rapport à la situation précédente. L'inspecteur peut faire une recommandation éventuellement à un tribunal de rescolariser. Mais lui, il n'en a pas le pouvoir. L'éducation nationale n'a pas le pouvoir. Donc ce sont des choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut comprendre, avant de se risquer à dire des choses pareilles. Parce qu'évidemment, ça fait peur aux gens. L'État a beaucoup moins de pouvoir qu'on le pense, et les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir et de droits qu'ils ne le croient. Simplement, ils se limitent eux-mêmes à cause de toute cette propagande qui vise à leur faire croire qu'ils sont dans une dictature et qu'ils ne peuvent plus bouger un doigt. Ça n'est pas vrai. En fait, vous pouvez. Même si un fonctionnaire s'y oppose, vous avez toujours ce droit. Et quand un fonctionnaire s'y oppose à ce droit, il est dans le cadre de l'article 432 et suivant du Code pénal, et donc il commet une infraction. Et dès lors que le fonctionnaire commet une infraction, vous êtes en droit, vous, et même en devoir, constitutionnellement, de vous opposer à lui et de le mettre hors d'état de nuire, de le séquestrer, de le stopper dans sa mauvaise action. Ça, c'est la loi, ça, c'est le droit. Jusqu'à l'arrivée des forces d'autorité régulières, qui à ce moment-là seraient en devoir d'arrêter ce fonctionnaire délictueux. Mais il y a plein de choses comme ça, où les gens sont persuadés qu'ils n'ont pas le droit d'agir, ils sont persuadés qu'ils sont muselés et serfs, esclaves, ilotes des fonctionnaires, alors que c'est eux les citoyens, c'est eux les patrons, c'est eux les souverains, c'est eux qui payent le fonctionnaire.
Le fonctionnaire a des comptes à rendre aux citoyens et non pas le contraire. Le citoyen a toute liberté d'exercer ses droits. Le fonctionnaire est juste là pour lui dire « Attention, là, on ne peut pas dépasser, il y a une limite, on ne peut pas aller au-delà. » Exactement comme un stop sur la route. Le stop vous indique que vous ne pouvez plus continuer à circuler sans vous arrêter. Mais jusqu'à ce stop, tu as une liberté totale d'action. On n'a pas à te dire comment tu dois te tenir dans ta voiture. Enfin, il y a un code effectivement de la conduite, qu'on appelle le code de la route. Mais tu as une liberté d'aller et venir totalement librement. Ce n'est pas sous condition. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'intitulés dans la loi, dans Légifrance ou sur les sites du gouvernement qui sont fallacieux. Je lisais encore une lettre hier qui disait « Vous exercerez votre droit d'école à la maison conformément à blablabla telle disposition ». Mais c'est fallacieux, car on n'exerce pas un droit conformément à telle loi. C'est faux. La loi vient limiter tel exercice du droit, qui jusque-là est absolument absolu. Et oui, le droit n'est pas conformé, il est intégral, jusqu'au point où on ne peut plus exercer ce droit. D'accord ? Donc ça, il faut avoir un peu de formation pour le savoir, et il faut libérer, je crois, chacun de ces convictions fausses qui l'enferment et qui participent de cette propagande. Le gouvernement, tu sais, Blanquer, il a fait une communication massive autour de la nouvelle loi en prétendant qu'il allait durcir le ton. Ça n'est que de la com'. Et nous l'avons parfaitement démontré. Sur le point juridique, c'est que de la com'. À part l'abaissement de l'âge, le reste, c'est de la com'. Il y a une ou deux dispositions que nous avons commentées par ailleurs, mais sur l'essentiel, si tu veux, il n'y a rien de changé. Le fond de l'affaire, c'est que tu fais l'école à la maison, le citoyen fait l'école à la maison, il le déclare à la mairie de la manière qui lui conviendra. Il peut le faire oralement, il peut le faire par courrier, il peut le faire par mail. La mairie doit le faire savoir à l'académie. L'académie doit venir voir la famille pour que l'on soit sûr que l'instruction a lieu. Il faut que l'enfant bénéficie de son droit constitutionnel. C'est tout. Tout le reste, sur le rapport de l'Éducation nationale, la direction académique, tu verras des tas de choses qui sont bidons. On n'a aucun intérêt à tenir compte de ce qui est dit par ailleurs dans le rapport. La seule chose qui nous intéresse, c'est la dernière ligne qui dit « L'académie reconnaît l'existence de l'instruction à la maison » ou l'académie a constaté que l'enfant tel était bien instruit. On peut te dire auparavant, l'enfant a du retard, l'enfant a ceci, n'a pas le niveau, blablabla. Tout ça, ça ne vaut rien juridiquement. C'est du pipeau. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il y a une seule ligne qui nous intéresse, c'est la dernière ligne du rapport, et tous les bons inspecteurs le savent. Et quand tu le dis à un inspecteur, tu dis oui, effectivement, madame, monsieur, vous connaissez les faits, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire. Il y a une seule ligne qui compte, c'est celle-là. S'il n'y a pas d'instruction, là, on est en faute, et on commet une fraude qui est prévue. Si on instruit l'enfant, quelle que soit l'instruction, avec ou sans cours, et éventuellement sans le programme de l'éducation nationale, avec un programme tout à fait différent. Si tu veux prendre le programme hongrois ou japonais, tu as parfaitement le droit, je te signale. Parfaitement. Personne ne peut s'y opposer. Qu'est-ce qu'il va dire, l'inspecteur ? Là, il vient, il constate que tout le cours est en japonais. Il n'a rien à dire. C'est ton droit absolu. L'enfant est instruit, peut-être différemment des autres, mais c'est un droit fondamental. Et donc, on ne raconte pas d'histoire sur les histoires de niveau, de programme. Ce sont des mensonges. Et il faut le dire, ça, au contrôleur qui vient vous dire « Votre enfant n'a pas le niveau. » Attendez, et moi, si je fais un cours intégralement dédié à la calotte glaciaire, toute l'année, je fais des maths, du français, de l'histoire et de la géographie sur la calotte glaciaire du pôle nord. Il n'y en a pas au sud. Hein. Et c'est tout ce qui m'intéresse et c'est tout ce qui l'intéresse. Ben, l'inspecteur n'a rien à dire. Pourvu que l'enfant ait le minimum requis prévu par le socle commun qui, entre nous, est très vague et nous l'avons traité par ailleurs, écrire, lire, compter, se situer à peu près et avoir maintenant, alors ça fait partie des petites nouveautés, un minimum de vie sociale. L'enfant a un très bon ami, par exemple, et bien à ce moment-là, l'enfant et la famille sont parfaitement dans les clous. Je dis l'enfant, c'est une petite erreur, car l'enfant, lui, n'a à atteindre aucun niveau spécifique. C'est la famille qui est obligée d'instruire l'enfant, elle doit y arriver. Si l'enfant est un cancre et ne veut pas travailler, c'est son droit absolu. Et la preuve, c'est qu'il y en a il y en a la moitié pratiquement, enfin on peut considérer comme tel, c'est pas leur faute, hélas, à l'école. Puisque dans les services de ton cher ministère, là où tu travailles, vous produisez plus de la moitié d'illettrés à l'entrée en 6e. Plus de la moitié des enfants sont illettrés, ça c'est vous qui le dites, c'est votre éducation nationale qui le dit. Autrement dit, vous ne faites pas le boulot. Est-ce qu'on vous poursuit devant les tribunaux ? Non, parce que vous pouvez dire légalement,
Moi, j'enseigne l'enfant, s'il ne retient pas, s'il n'apprend pas, c'est pas mon problème, c'est un cancre. Par conséquent, l'enfant n'est pas dans l'obligation d'atteindre un niveau, aucunement, et on peut parfaitement dire à un inspecteur, mais mon enfant n'a pas le niveau, c'est pas mon problème. Moi, je l'instruis, j'ai fait la preuve de l'instruction. La voici la preuve. La seule nuance que peuvent exploiter les contrôleurs, c'est de dire, mais madame ou monsieur, si votre enfant est totalement un cancre, il ne sait ni lire, ni écrire, ni compter, je suppute que vous ne l'instruisez pas. Et à ce moment-là, et même si vous le faites mal, il n'y a pas efficience du fait, vous n'instruisez en fait pas, même si vous tentez de l'instruire, vous n'y arrivez pas, l'enfant n'a pas les minimums requis, par conséquent, je vous retire l'enfant. Et ceci n'est encore jamais arrivé à ma connaissance. Jamais. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de condamnation, jamais on ne replacera un enfant, et on a replacé un enfant à l'école pour ces motifs. Par conséquent, quand on fait l'école à la maison et qu'on a un contrôle et qu'on fait ce qu'il faut, à savoir instruire l'enfant normalement, au moins un minimum, ne serait-ce qu'une ou 2 heures par semaine, eh bien il n'y a aucun risque que l'enfant soit replacé manu militari à l'école par un juge. Parce que le juge saura, même si le contrôleur dit « je veux obtenir du tribunal que votre enfant soit recasé à l'école », ça n'arrivera pas. Parce que le juge ne pourra pas commettre cette erreur. Et si jamais le juge le prononce, c'est d'une part bien souvent qu'il y a des antécédents et qu'il y a autre chose qu'on a reproché à la famille, et que le juge est un juge qui ne connaît pas son travail, c'est de la première instance, et que l'on va pouvoir vaincre aisément en appel. Et ça, je le montre de manière implacable. Il est impossible qu'en appel, un juge dise « je contrains votre enfant à retourner à l'école ». Par ailleurs, nous avons d'autres trucs qui permettent d'éviter ce problème très très facilement. Ce qui fait qu'aucun des gens que nous avons accompagnés jusqu'ici n'a été confronté à ce problème ou n'a eu de problème de ce côté-là. Parce que, justement, les gens, ils ont accès à des informations. Tu comprends ? Voilà pourquoi ça vaut la peine d'être suivi par des gens qui savent. Voilà pourquoi ça vaut la peine de cotiser une association comme la nôtre, qui est sérieuse, avec beaucoup de monde derrière, et des gens qui connaissent parfaitement les choses et qui sont capables de se défendre à chaque étape. Et c'est pour ça que les choses se passent très bien. À tel point que les gens, nos vétérans, disons ceux qui ont 3-4 ans d'exercice, mais ils sont très contents lors du contrôle. Ils sont ravis parce qu'ils s'amusent beaucoup. Ils connaissent la loi. Souvent, le fonctionnaire ne la connaît pas, et c'est eux les patrons de la situation. C'est eux les souverains. C'est eux les citoyens qui peuvent remettre les choses dans leur juste cadre et éventuellement recadrer le fonctionnement actuelle est extrêmement importante. Alors j'ai entendu qu'on disait de moi des choses un peu bêtes. On disait que les fois précédentes, à la rentrée, j'avais pas été d'accord pour faire l'école à la maison dès le premier jour. Bah, évidemment, je m'en suis expliqué, je vais le refaire, mais nous sommes là dans un contexte particulier. Le Covid oblige les protocoles sanitaires ont totalement changé. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas du tout celui des années précédentes. Les années précédentes, j'avais moi-même initié, c'est moi qui l'ai inventé, les journées de retrait de l'école en 2014. Et puis lorsque, évidemment, le ministère a su se défendre de ces journées de retrait, il m'a paru important de faire d'autres opérations comme les journées portes ouvertes pour interdire l'éducation sexuelle, qui a d'ailleurs été une action pour laquelle j'ai été révoqué, n'en parlons plus. Donc aujourd'hui, il est possible, contrairement aux années précédentes, de ne pas aller à l'école dès le premier jour de la rentrée parce que nous sommes dans le contexte du Covid, parce que nous sommes dans le contexte des protocoles sanitaires. Donc il ne s'agit pas du tout pour moi de changer d'avis, il ne s'agit pas du tout pour moi d'un opportunisme conjoncturel qui serait complètement inexplicable, puisque je n'ai rien contre l'école à la maison, je l'ai moi-même fait à mes enfants pendant 15 ans, je suis l'initiatrice des journées de retrait de l'école, mais je disais à une certaine époque que la première année, le premier jour de la rentrée scolaire ne marcherait pas, ce qui s'est avéré, puisque évidemment le jour de la rentrée, eh bien, c'est à peu près un jour d'une importance considérable aussi bien pour les parents que pour les enfants, mais qu'on aurait pu imaginer des actions pour défendre les enfants, par exemple, de l'éducation sexuelle, qui serait autre que le retrait de l'école, étant entendu que ce retrait de l'école, aujourd'hui, ils savent parfaitement s'en défendre. Mais, comme le titre de ce live l'indique, le contexte du Covid change tout. Puisque nous sommes en droit, par principe de précaution par exemple, de ne pas vouloir, faire que nos enfants soient contaminés si nous croyons à cette histoire de pandémie, parce qu'il y a 2 hypothèses. Il y a la pandémie existe, la pandémie est finie ou n'a jamais existé. Dans les 2 cas, il vaut mieux, pour cette rentrée, rester à la maison. Quand on le peut, en tout cas. Quand on le peut, dans la mesure où, s'il y a Covid, il vaut mieux éviter que vos enfants soient contaminés, vous ramènent le virus à la maison et soient éventuellement testés, puis mis en quarantaine, parce que ce sont les bruits qui courent, et puis mis en quarantaine dans des conditions qu'on ne connaît même pas, puisque ces conditions de mise en quarantaine peuvent être extrêmement dures à vivre, dans la mesure où vos enfants pourraient être éventuellement éloignés de vous, de leur famille. Donc là, on est vraiment dans un scénario catastrophe et cauchemardesque. Oui, mais alors, ça je l'ai souvent expliqué aussi. D'abord, il y a toutes sortes de moyens de l'éviter, sauf à laisser son enfant à l'école. Et là, c'est très compliqué. En laissant son enfant à l'école, on peut effectivement se retrouver avec des situations où les choses se passent dans votre dos. Et ça, on a eu des cas de vaccination en disant à l'enfant « tu diras pas à ta mère qu'on t'a vacciné ». C'est quand même assez extraordinaire. Hein. C'est scandaleux. C'est un crime. Hein, c'est un crime. Mais dans le cas de l'école à la maison, ça n'arrivera pas. Par ailleurs, j'ajoute, ça n'arrivera pas tout simplement parce qu'on a les moyens de l'empêcher. On peut parfaitement empêcher une vaccination à la maison. C'est beaucoup plus compliqué pour des services publics
d'entrée de force dans une maison. Parce qu'il faut une commission rogatoire, c'est très compliqué. Il faut l'autorisation d'un juge, et en plus on est averti longuement à l'avance. Étant averti, on prend ses dispositions. On n'est pas là le jour où ils arrivent. Il faut quand même entendre ce qui se passe, parce qu'une dictature, ça fait du bruit, et c'est assez grossier. Ça utilise des moyens qui sont visibles à l'œil nu de loin. Et j'ajoute par ailleurs que dès lors que tout cela arrive, dès lors qu'on se met à mettre vos enfants en quarantaine, si cela arrivait, eh bien nous ne serions plus dans un régime de droit. Nous ne serions plus dans un état de droit. Et la conséquence en est immédiatement que dès lors qu'on n'est plus dans un état de droit, vous êtes en droit de refuser en bloc tout ce que cet état représente. Et non seulement en droit, mais en devoir de combattre ce qu'il représente. Et donc vous êtes libéré de l'impôt, vous êtes libéré des amendes, vous êtes libéré de toute obligation vis-à-vis de cet état. Et à ce moment-là, la situation est d'une simplicité enfantine. Il n'y a plus aucun problème. Si vous êtes libéré de toute obligation, plus aucun problème. Vous avez juste à éviter, comme le faisaient les résistants pendant l'occupation, vous évitez la force publique, l'autorité publique. Vous êtes clandestin par rapport à la dictature, mais la Constitution, elle, vous fait le devoir de résister et de combattre cette force d'occupation. Car à ce moment-là, on a affaire à des troupes d'occupation, qui sont peut-être éventuellement des troupes nationales, éventuellement, encore que là, elles sont certainement manipulées par l'étranger, par Bruxelles et par l'OTAN et par d'autres. Donc là, on a affaire à une présence étrangère gouvernant le pays, ça on le sait, on le voit. À ce moment-là, vous êtes, je vous le répète, libéré vis-à-vis de ces troupes collaborant à un ordre mondialiste d'origine étrangère. Et donc, il n'y a plus aucun problème. Il suffit simplement, là, d'organiser sa résistance. Mais ça libère, ça facilite énormément les choses. Et je peux vous dire que sur le site, si on n'avait plus ces obligations légales du tout, on allégerait 2 pages qui sont des pages importantes, qui sont relatives à la déclaration de l'école à la maison et au contrôle. Ce serait beaucoup plus facile. Et puis si le Covid n'existe pas, c'est tout à fait pareil. C'est-à-dire que mettre les enfants aujourd'hui dans des espaces où le protocole sanitaire les conduit à porter des masques 8 heures par jour avec l'auto-asphyxie que ça représente par absorption de CO2, de son propre gaz carbonique, avec le fait de la distanciation qui rend les relations humaines complètement délirantes, y compris entre profs et élèves, et pendant la cantine et pendant la récréation, avec le fait qu'il y a forcément un milieu anxiogène qui va toucher les profs, qui va donc toucher à la sérénité des enseignants. Un enseignant qui va passer son temps toute la journée à dire un mètre, le masque, la mètre, attention, n'approche pas, vas-y là-bas, etc. Bon, je pense qu'au bout de quelques jours, il finira peut-être à l'HP. Et donc, il ne sera pas possible pour lui de gérer des enfants qui seront de toute façon dans l'incapacité, surtout dans les bas âges de la maternelle, du CP, jusqu'à la fin de la primaire, et y compris même, je crois que dans les, dans les classes de lycée, on n'a pas la discipline qui convient aux mesures qui nous sont qui sont actuellement imposées à la jeunesse dans les écoles. Donc, dans tous les cas, je pense que cette rentrée, en raison du Covid au moins, mérite qu'on se penche sur la question de l'instruction en famille. Voilà. Ça, c'est certain, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que les cours par correspondance, c'est une école ou bien est-ce que c'est considéré par la loi comme l'instruction en famille ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les cours par correspondance maintenant, depuis la circulaire de 2017, comme celle de 2011, assimilent l'enseignement à distance à l'instruction dans la famille, ce qui veut... C'est faux, absolument faux. Ça n'est pas recevable, même si une circulaire dit cela, c'est faux. Ça, je vous le montre sur le site. Vous viendrez voir si la question vous intéresse. Mais, bébé, en aucun cas, les deux ne sont assimilables. Ça veut dire que les élèves de ces établissements d'enseignement à distance vont être soumis aux enquêtes de la mairie et au contrôle pédagogique de l'inspecteur. Voilà, c'est fini la rigolade. Au fur et à mesure que, disons que l'école à la maison se démocratise, se massifie, comme on dit vulgairement à l'éducation nationale, eh bien, les contrôles et la suspicion devient de plus en plus lourde sur les parents et il n'y aura pas de facilités qui seront données quant à la possibilité d'éviter les contrôles. Pas plus qu'avant. Les choses n'ont pas évolué de ce point de vue-là. Alors, si on fait un très bref historique, parce que c'est pas passionnant comme histoire, en principe et en théorie, et légalement d'ailleurs, dès lors qu'on est inscrit dans un cours par correspondance, on a le droit d'échapper au contrôle de fait, puisque c'est l'établissement qui est contrôlé directement. Or, des dispositions que tu mentionnes ne font en réalité qu'entériner un état de fait qui est bel et bien établi depuis un certain nombre d'années. Les contrôles ont lieu de toute façon, mais le statut de l'école à la maison et de l'instruction en famille n'ont pas changé. L'instruction en famille, c'est une instruction sans cours et qui se doit impérativement d'être contrôlée, ça c'est l'obligation du fonctionnaire. L'école à la maison l'est par pratique, parce qu'on sait qu'il y a eu des cas d'école à la maison déclarés qui ne s'en suivaient pas des faits. On sait qu'il y a eu des abus d'enfants, etc. C'est pour ça que l'État a pris l'habitude de venir faire ce contrôle, non pas afin de remettre en cause
l'instruction elle-même ou le droit à faire l'école à la maison, mais pour vérifier que cette instruction a bel et bien lieu, comme je l'ai déjà dit. Autrement dit, quand le contrôle de l'école à la maison se fait, l'inspecteur ne vient pas là pour vous dire « il n'y a pas d'instruction ». Il vient juste vérifier, confirmer, si vous voulez, que c'est le cas. Puisque vous êtes dans une école qui fait un cours par correspondance, il n'y a aucune raison d'en douter, mais on fait une vérification tout simplement parce que, je l'ai déjà dit, éventuellement, quelqu'un prend un cours par correspondance et n'enseigne pas du tout son enfant, ce qui n'arrive pas en fait. Petite parenthèse, j'ai fait il y a peu de temps une vidéo qui montre comment refuser un contrôle pendant 7 ans. Ce qui montre qu'on peut parfaitement refuser le contrôle du point de vue légal. Et l'État ne peut rien y faire. Et nous le faisons faire à des familles qui n'ont pas de problème in fine. Même si le fonctionnaire proteste et envoie des courriers, le contrôle n'échoua pas tant qu'on peut le refuser pour des motifs légaux. Aussi bien de la mairie que de l'inspection d'académie. Donc cette volonté... Oui, mais la mairie, c'est obligatoire dans tous les cas. Parce que c'est un contrôle sanitaire qui s'impose de toute façon. Un enfant qui est retiré à l'autorité de l'école n'est plus sous la responsabilité du domaine public ou de l'État, ou du domaine privé par délégation. Et à ce moment-là, comme l'enfant est à la maison, la mairie a l'obligation de venir vérifier que les conditions sanitaires de l'enfant sont acceptables. Des inspections académiques de vérifier l'enseignement des enfants instruits par le biais des cours par correspondance est une réalité qu'il va falloir prendre en compte. Et tous les coaching qui vous diront que tout ça c'est facile et que par exemple le contrôle inopiné n'existe pas, ce n'est pas vrai. Mais si, bien sûr que si. Alors ça c'est caractéristique des gens qui ignorent la question. Le contrôle inopiné ne peut pas exister. C'est illégal. C'est illégal. Les inspections d'académie qui feraient cela serait passible de poursuite devant les tribunaux. Un fonctionnaire qui se présente chez vous, sans commission rogatoire et qui prétendrait entrer dans votre domicile, commet une violation de domicile. Vous lui dites, il fait demi-tour. Tous les cas que nous avons eus le montrent, les fonctionnaires font demi-tour parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Donc, Madame Farida Belgoul, vous ne connaissez pas la question et vous dites des bêtises aux gens. Il ne faut pas raconter des histoires. Le contrôle inopiné, il existe bel et bien. On en a eu des retours sur le terrain, Roman et moi, l'année dernière. C'est faux. Les gens qui t'ont dit ça sont des gens qui ont accepté que les personnes rentrent chez elles. Si tu laisses rentrer un fonctionnaire chez toi, de droit, il peut venir. N'importe quel fonctionnaire peut se présenter devant chez toi. Si tu lui ouvres la porte, il n'y a aucun problème. Il ne commet aucun délit. Il te prévient, il te demande. Si tu dis oui, il n'y a pas de problème. Si tu dis non, il ne peut pas l'effectuer. Il est obligé, de toute façon, un contrôle est obligé de se faire avec un délai de préavis. 1 mois. C'est impératif. Et tu ne verras nulle part dans la loi que ce délai ait été abrogé. Donc il ne faut pas raconter d'histoire. Cessons de raconter des choses, parce que les gens se mettent à avoir peur. Le contrôle inopiné n'existe pas. S'il a lieu, il est illégal. Je ne te dis pas que les fonctionnaires ne commettent pas des erreurs. Il y a des fonctionnaires qui sont des trafiquants de drogue. C'est pas parce que ça se fait que c'est de droit. C'est pas parce qu'il y a des gens qui font des contrôles inopinés que c'est de droit. Non, ça n'est pas de droit. C'est illégal. On peut parfaitement le refuser. J'en reparlerai dans le live qui sera consacré au contrôle. Donc, nous sommes maintenant dans la situation où le cours par correspondance équivaut à une instruction en famille et non plus à une scolarisation qui n'aurait pas mérité les contrôles en question. Alors évidemment, cette instruction, vous pouvez la donner dans des établissements de votre choix. On va parler justement des choix que vous pouvez faire. Il va falloir que vous considériez très très vite qu'il vous faut trouver une bonne école, comme on dit vulgairement, rapport qualité-prix. Parce que l'argent, c'est très important, le tarif de cette école est important, mais ce qui est très important également, c'est la qualité. Alors à moins que vous soyez vraiment pauvre, ce qui peut arriver, je le suis personnellement, donc il n'y a pas de honte à cela, à moins que vous ne soyez vraiment pauvre, vous prenez le cours le moins cher et vous faites des compléments à la maison avec des... comment dirais-je, avec des ouvrages dont je vous donnerai la bibliographie prochainement dans un live consacré justement à la pédagogie. Parce que là, ce soir, on va faire que les cours par correspondance. Le CNED, donc pour y revenir, je vous ai dit qu'il ne fallait pas vous y mettre, sauf si vous avez, comment dirais-je, un avantage particulier à le faire. Particulièrement moi, je pense que c'est pas très utile parce que il vous faut l'accord de l'inspection d'académie, il lui faut de l'avis de l'inspecteur d'académie, il lui faut donner son avis favorable pour votre inscription au CNED. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de motifs qui vont justifier que l'inspecteur accepte ou pas votre inscription au CNED. Alors je vais vous les donner très rapidement. Vous avez un premier motif qui touche aux soins médicaux dans la famille, un deuxième motif qui touche à la situation de handicap, si vous avez un enfant handicapé qui ne peut pas aller à l'école. Vous avez aussi un troisième motif qui touche aux activités sportives qui seraient pratiquées à haut niveau et qui ne seraient pas évidemment conciliables avec une scolarité complète. Un quatrième motif relève des activités artistiques intensives, activités artistiques qui elles-mêmes ne seraient pas conciliables avec une scolarité complète. Et donc là, l'inspecteur d'académie accepterait que vous vous mettiez gratuitement au CNED, hein, parce que là, évidemment, vous auriez, quand vous avez l'accord de l'inspecteur d'académie, l'inscription est gratuite.
5e motif, c'est l'itinérance des parents. Si vous avez des parents qui sont des commerçants itinérants ou autre chose, eh bien, de ce goût-là qui les amène justement à se déplacer, en emportant les enfants avec eux, eh bien là, vous aurez probablement l'accord et l'avis favorable de l'inspecteur d'académie. Et enfin, ça peut être une solution pour certains d'entre vous. Le fait d'être éloigné géographiquement d'un établissement scolaire pour un élève qui réside en France est aussi un motif qui vous conduira à obtenir de l'inspecteur d'académie l'avis favorable. Voilà. Bien sûr. Donc, motif ancestral. Le dossier d'inscription pour les élèves qui relèvent de l'instruction obligatoire, eh bien, doit être complété par une attestation de niveau, ce qu'on ne vous demande pas dans les écoles privées par correspondance, qui sera délivrée par l'inspecteur d'académie. Voilà, donc c'est le directeur du CNED ensuite. C'est d'ailleurs, alors on vous la demande, mais elle n'est pas exigible. Parce que dire qu'un enfant pourrait accéder à un cours public sous l'obligation d'évaluer son niveau serait une infraction, puisque ça l'empêcherait d'atteindre à son droit à l'instruction. Donc là, ce serait un cas très intéressant à poursuivre devant les tribunaux. Là, on a un cas qui pourrait un jour faire jurisprudence, quoique la jurisprudence n'existe pas en France, mais en tout cas pourrait être un exemple très intéressant. L'État ne peut pas, pour ce genre de motif, s'opposer à ce qu'un enfant puisse recevoir les cours du CNED. Et l'exemple le plus évident que vous pouvez imaginer, c'est l'enfant qui a été kidnappé, je ne sais pas moi, en Syrie ou ailleurs pendant des années. D'accord ? Il arrive en France d'une manière ou d'une autre, il est français, hein, on prend le cas d'un Français, où il a survécu à un accident d'avion sur une île tropicale, on le récupère, il revient en France. On lui dit maintenant, examen de niveau. Évidemment, il échoue. Est-ce que le CNED peut lui être refusé ? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque ça voudrait dire que cet enfant-là, qui a été victime déjà des circonstances, n'aurait pas le droit à accéder à l'instruction. Ce serait évidemment un viol de ses droits constitutionnels. Bon, je ne vais pas poursuivre cette écoute parce que, bon, hélas, il y a beaucoup d'erreurs et on en entend beaucoup et je ne veux pas passer trop de temps à ça parce que je suis quand même très occupé. J'ai des personnes qui m'appellent et qui demandent de l'aide, beaucoup, en ce moment. De manière générale, donc, Farida, s'il te plaît, creuse un peu mieux les questions. Inutile, à mon avis, d'aller attaquer les gens qui font un travail comparable au tien et sans doute meilleur, je pense, qualitativement. Moi, je ne cherche pas d'époux aux autres, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Je pense qu'il y a des menaces beaucoup trop importantes sur nous tous pour que nous puissions nous battre entre nous. Je pense que l'urgence, c'est de nous battre contre un système qui est en train d'écraser les populations et en informant éventuellement et en se faisant les alliés de gens qui, dans le système, notamment des fonctionnaires de l'éducation nationale, pourraient nous être favorables, car nous en avons beaucoup, qui nous contactent et qui nous disent « Vous avez raison, nous vous soutenons, nous continuons, même si on ne peut pas se déclarer publiquement, nous savons que vous avez raison, nous vous soutenons, on va défendre nos droits tous ensemble. » Alors je crois que c'est ça l'urgence, et d'arrêter de faire chaque année ta vidéo contre Cécile et Rémy. C'est de la perte de temps, et en plus, à chaque fois, tu t'y casses les dents. Voilà. À bientôt, Farida.